D'abord, je remercie infiniment Madame Lévy, que je ne connaissais pas, mais que je connais enfin. Je remercie Francine, Caroline, il y en a un là-bas, je ne le vois plus, mais je remercie quand même. Et je vous remercie tous d'être là, de vous intéresser à ce sujet et de bien vouloir nous écouter. Voilà. Mes parents, David Zeff, était polonais. Il habitait dans une ville en Pologne qui s'appelle Białystok. Une petite ville qui s'appelle Białystok. Et évidemment, il avait une vingtaine d'années, son métier était bottier. Et il en avait marre des contraintes d'être embêté, j'allais dire emmerdé, mais c'est un peu ça, en tant que juif. Donc, autour de cet âge-là, à peu près, il décide de partir dans ce beau pays extraordinaire, la France, où brillent les mots liberté, égalité, fraternité. Il part. Bon, autour des années 20. Maintenant, nous allons aller à Varsovie. Varsovie, la famille Hecht, 6 enfants. L'aîné, Henri, pareil, il en a marre d'être embêté parce qu'on est juif, parce qu'on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, les pogroms, etc. On va tous partir dans ce beau pays, la France, liberté, égalité, fraternité. Tous les enfants de la famille Hecht allaient au lycée, parlaient français, ils parlaient yiddish, ils parlaient russe, comme tout le monde à ce moment-là en Pologne, enfin, du moins à Varsovie. Bon, nous arrivons à Paris, un jeune homme sur les grands boulevards va prendre un café, il est très élégant parce que de sa profession il est bottier. Donc il fabrique de ses mains de très belles chaussures et il aime s'habiller, il est toujours très élégant. Il va sur les grands boulevards et dans son rêve, il se dit oh là là, pourvu que je rencontre une jolie femme française, ça serait merveilleux. À côté de lui vient s'asseoir une jolie blonde. Oh, il est chic, je vais lui proposer un café. Je lui propose un café et aux surprises, c'est pas une jeune française, c'est une polonaise, comme lui, qui vient de débarquer de Varsovie, Shana Hecht. Bon, qu'est-ce qui se passe? Une belle histoire d'amour. Ils tombent amoureux, ils se marient, tout va bien. Paris, c'est magnifique, c'est merveilleux. Partout, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. En tant que juifs, on s'en fout, ils ne sont pas religieux. On s'installe à Belleville, 25 rue Béval. Et voilà, et courageusement, David Zeff monte une fabrique de chaussures. Mais des chaussures faites main, de très jolies chaussures, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il savait faire. Donc voilà, un couple heureux, tout va bien. Bon, on a un appartement qui n'est pas extraordinaire, il n'y a pas de salle de bain, mais à l'époque, c'était banal, on se lavait quand même, et on se lavait très bien. Et la fabrique de chaussures Poupy était dans le même immeuble, 25 rue Béval. Voilà, tout va bien, elle naît un premier bébé, on l'appelle Jacqueline. Jacqueline, c'est important, c'est pour montrer combien cette famille avait le désir, la volonté, le désir vraiment très fort, puissant, de s'insérer dans cette belle société française. On l'appelle Jacqueline. Jacqueline, petite fille, gentille, tout va bien, elle va à l'école, par le Belleville, au Puy de Chaumont, elle fait du patin à glace, elle adore aller au cinéma, enfin voilà. Deuxième bébé, 1936, arrive. On l'appelle Colette, encore pour montrer qu'on veut vraiment s'installer dans cette société française. Bon, tout va bien, moi je suis une petite fille hyper gâtée. Ma maman m'amène au Galeries Lafayette, elle m'achète 2 robes. Une rose et une bleue, mais le même modèle. Je suis vraiment gâtée, très gâtée, très gâtée. Ils ont bien fait, parce que ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a bien servi. Donc voilà, on arrive, une famille heureuse, et l'affaire Poupy, chaussures, marche très bien. Et pourquoi je vous le dis, c'est parce que j'ai eu le chiffre d'affaires de cette société Poupy, rue Béval, qui faisait de très très belles chaussures. Tout va bien. Et puis, on arrive à 1939, des bruits de guerre. Bon, la petite fille, les bruits de guerre, elle ne comprend pas, tout le monde est énervé à la maison, on parle de la guerre, moi, petite fille. Heureusement, d'ailleurs, j'étais à l'abri des mots, je ne comprends pas.
On arrive à 1940, et là, c'est la débâcle et on part. Et on quitte Paris très vite, très très vite, et mon oncle Henri, qui était un homme prévoyant, intelligent, futé, organisé, il achète une ambulance et on met toutes les femmes et les enfants dans l'ambulance et on part tous en Normandie. La Normandie, parce que c'était pas loin, je suppose, parce qu'il fallait partir et pourquoi pas. Et pour moi, c'était mon grand premier voyage. Je n'avais jamais vu la mer et pour la première fois, voilà, je pars et je suis vachement contente parce que c'est moustillant, on est tous dans l'ambulance, je suis avec mes petits cousins, mes cousines, mes tantes, ma maman. Les hommes ne sont pas là, il y avait juste mon oncle Henri qui conduisait l'ambulance. Et donc, c'est la débâcle. Alors là, c'est l'horreur. Sur la route, de tout, des poussettes avec des matelas, des grands-mères, des bébés, des animaux. C'est vraiment l'horreur, l'horreur, l'horreur. Et quand je parle avec les jeunes, je leur dis, vous voyez ce que c'est aujourd'hui quand vous partez en vacances, vous dites c'est le bazar, mais ça ne veut rien dire. Il y avait des avions, il y avait des bombes, et à un moment donné, sur la route, on rencontre un militaire, tout seul, avec un vélo et un pansement plein de sang à la tête. Puisque nous sommes une ambulance, et voilà, on l'amène, on le prend avec nous, avec son vélo, et on le dépose dans un hôpital, je ne peux pas vous dire où, en Normandie, et voilà. Et nous, on arrive en Normandie. Et pour moi, ce sont mes premières grandes vacances. Je découvre la mer, je découvre, on avait une grande maison avec un jardin, je découvre le plaisir des vacances. D'ailleurs, les photos le montrent, je suis une petite fille bronzée, heureuse, tout va bien. Bon, mon papa n'est pas là, mon oiseau non plus, parce que j'avais un oiseau, je voulais l'amener bien sûr, mais mes parents ont dit mais non, on ne peut pas amener un oiseau, t'inquiète pas, papa va s'en occuper. Donc voilà, on reste là combien de temps, je ne sais pas, quelques temps. On reste là quelques temps et un jour il faut rentrer à Paris. Et alors on arrive à Paris, alors là, c'est pas drôle. Les Juifs ne peuvent aller faire leurs courses qu'à une certaine heure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans les magasins. On ne peut pas prendre le métro, il faut être dans le dernier wagon, même si on a un ticket de première. Et je me souviens d'un truc terrible, c'était l'odeur des Allemands, c'est-à-dire l'odeur du tissu de leurs uniformes. Et en fait, j'ai compris, on m'a appris pourquoi, c'est que ce tissu était mal travaillé, mal dégraissé, et il y avait une odeur absolument spécifique des vêtements des Allemands, des soldats. Donc, on est à Paris, avec toutes les interdictions, on ne peut pas aller au but de Chaumont, c'est interdit aux enfants juifs comme aux chiens. Il y a une très bonne comparaison, vous voyez. Et toutes les interdictions difficiles, ma soeur ne peut plus aller au lycée. Et puis arrive aussi quelque chose de terrible, c'est que mon père n'a plus le droit d'aller travailler dans son affaire. L'affaire Zef Poppy a été réquisitionnée par l'administration aux questions juives. Et j'ai le document, je ne vous raconte pas de sorte-nette, j'ai fait des recherches et j'ai tous les documents qui concernent ça. D'ailleurs, certain monsieur Miard, qui a pris pratiquement toutes les affaires juives, a fait un courrier, il a dit cette affaire juive, la comptabilité est très bien tenue, tous les employés sont juifs, sauf un, et dit-il dans son courrier, je vais être très embêté parce que je vais avoir beaucoup de mal à trouver d'aussi bons ouvriers. Alors vraiment, j'étais très embêtée pour lui, le pauvre. Il a même réquisitionné une affaire d'enterrement, des pompes funèbres à Belleville qui étaient faites par des juifs. Alors il fallait vraiment avoir beaucoup d'envie. Donc voilà, on arrive à cette période vraiment terrible. Bon, moi, petite fille, à ce moment-là, bon, je vais à l'école, mais à un moment donné, il ne faut plus aller à l'école, même maternelle, parce que quand on est juif, voilà. Donc, on arrive à cette date terrible, c'est juillet 42, et si vous permettez, je vais lire le texte au lieu de vous le raconter, parce que je suis sûre de vous raconter correctement, mais si je vous le raconte, j'ai peur que ce ne soit pas clair.
de mon cœur. La nausée survient rapidement. Vite, je me lève avant de ne plus pouvoir réprimer mon malaise. Comme tous les 16 juillet, date que je ne peux pas oublier. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de ce jour tragique. J'ai l'habitude de cet anniversaire. J'avais 5 ans et demi, ce 16 juillet 42. Je sais que cette journée sera douloureuse pour moi, pour beaucoup d'autres juifs victimes de ce jour terrifiant, mais qui ont eu, comme moi, la grande chance d'échapper à cette foudroyante rafle juifs devenus des animaux chassés. Ce jour-là, le 16 juillet 42, il fait un grand beau soleil. Aujourd'hui, ma maman doit me faire mes anglaises. J'aime bien quand ma maman me peigne. On joue à la coiffeuse. Ben, les anglaises, c'est difficile à faire. Mais maman enroule mes cheveux sur du papier de soie. Ça fait un peu mal, ça tire, mais après c'est très très joli. Ça y est, c'est fini. Maman me dit, tu es très jolie ma chérie, tes anglaises sont superbes et tes cheveux sentent si bon. Tu sais, j'ai mis de la camomille dans l'eau, c'est pour ça. Et ils sont blonds comme les blés. Je cours me voir dans la glace, je secoue ma tête, mes boucles bougent, je me trouve très jolie. À l'école, une copine est jalouse. Elle m'appelle anglaise, mais mon nom, c'est Colette. Je veux sortir cet après-midi, maman. Maman ne répond pas. Aujourd'hui, je sais très bien pourquoi ma maman ne répondait pas. Je me demande comment les parents juifs pouvaient faire pour s'occuper de leurs enfants, les protéger de l'angoisse, de la peur. La chasse aux juifs était réelle, visible au grand jour. Et derrière se cachait la certitude de la mort. Il fallait être si attentif, si prudent. Et c'est tellement difficile de faire comme si la vie était normale. Oui, ma maman avait de bonnes raisons pour ne pas répondre à sa petite fille. À la maison, c'était l'anxiété. À cette époque, je ne pouvais pas comprendre cette situation dramatique. Et heureusement, mon âge me mettait à l'abri des tourments. Maman, je veux aller au grand magasin, tu m'achèteras. Mais pourquoi maman ne répond pas? Ah oui, je sais, c'est la guerre. Papa m'a expliqué et j'ai compris ce que ça veut dire. Il y a des gens qui meurent et on ne les reverra plus. Jamais. Je sens que ma maman n'est pas de bonne humeur. Et Jacqueline, ma soeur aussi. C'est vrai que tout le monde est nerveux en ce moment, depuis que la France est en guerre. Et je dois être encore plus sage qu'avant, avant la guerre. Et c'est pas facile d'être toujours sage, hein? Maman, je veux me promener. Silence. Ah oui, je sais, c'est à cause de la guerre que ma maman ne me répond pas. Ah mais je sais ce que ça veut dire la guerre. La guerre, ça veut dire des gens meurent, des enfants orphelins, ils ont perdu leurs parents, mais c'est terrible de ne plus avoir de parents. Et il y a des soldats qui sont partis à la guerre pour défendre la France, mais ils ont perdu la bataille. Ils ont été faits prisonniers par les Allemands, qui les amènent très loin en Allemagne. J'ai même entendu aussi que l'on arrêtait des Juifs. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, arrêter des Juifs. Et pourquoi? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un Juif? Ce que je sais, c'est que je suis une petite fille, ma sœur, une grande fille, mes parents. C'est tout. Et Juif, je ne sais pas ce que c'est. Je pose la question, personne ne me répond. C'est peut-être un secret, en fait, tant pis, je m'en fiche. Mais mon papa n'est pas là depuis déjà quelques jours. Mais jamais il était parti. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je crois, c'est parce qu'on est juif. J'ai appris, bien longtemps après cette triste époque, mon enfance étant bien loin, par la sœur de mon papa, qui avait une écran numérique, que mon père avait quitté notre appartement au juin 42 pour regagner l'Espagne, où il avait obtenu une grosse commande de chaussures. Il était bottier,
avait créé à Paris une entreprise de fabrication de souliers, Poppy. En 1942, son atelier a été réquisitionné par l'administration aux questions juives. Donc, mon père voulait rejoindre l'Espagne pour informer son client qu'il ne pouvait réaliser la commande. Il n'avait plus le droit de travailler dans son atelier. Peut-être avait-il aussi le désir de s'installer avec sa famille dans ce pays s'il n'y avait pas d'antisémitisme. Peut-être qu'on laisse les Juifs vivre tranquillement là-bas. Nous, sa famille, nous sommes inquiets. Ma maman est effondrée. Elle reste assise sur une chaise et moi j'ai envie de pleurer. Sans lui, la maison est vide. On s'ennuie sans mon papa. Eh bien c'est ça la guerre. On est triste tous les jours. Maman nous a dit, à Jacqueline et à moi, soyons patientes mes chéris, restons calmes, il faut savoir attendre dans la vie. Alors, on attend. Maman, je veux sortir cet après-midi. Soudain, dans les couloirs, les escaliers, j'entends plein de bruit. Mes copains parfois font du chalut et la concierge, elle n'est pas contente. Elle les gronde, elle se met en colère. Moi, je ne reconnais pas la voix de mes amis. Donc voilà, le 16 juillet 1942 a été un jour terrible. On est venu chez nous chercher mon père, qui n'était pas là, puisqu'il était parti pour l'Espagne, mais malheureusement, il n'a pas réussi à rejoindre l'Espagne. Il a voulu, on lui a volé son argent quand il a voulu passer la frontière. Il a été à pied de la frontière espagnole à Lyon, parce que nous avions de la famille à Lyon. Donc mon père, à ce moment-là, était parti et voilà, je ne sais pas si vous voyez le trajet, de la frontière espagnole à Lyon, à pied, nous avions de la famille. Donc ce 16 juillet 1942, on est venu chez nous, à Paris, 25 rue de Béval, nous chercher. Et ma mère a eu un courage extraordinaire. Le mot résistance lui va comme un gant. Elle a hurlé, elle a crié « Laissez-les, laissez-les, laissez mes enfants, la grande s'occupera de la petite ». D'où le titre de mon livre. Je ne pouvais pas faire mieux, enfin il fallait que je fasse quelque chose pour elle. Donc le courage de ma mère, à ce moment-là. Et il y a eu d'autres cas, bien sûr, de ce genre. Donc ma mère a été arrêtée ce 16 juillet 1942, déportée à Auschwitz, sans retour. Mon père, on l'a retrouvé après, justement, en Limousin. Parce que, comme mon père était bottier, il achetait ses cuirs en Limousin, à Saint-Léonard-de-Noblat, et il s'était fait des amis avec les gens chez lesquels il achetait ses cuirs. Donc on s'est retrouvés en Limousin. On s'est retrouvés en Limousin, à Saint-Léonard, à Limoges. Et j'ai passé mon enfance, ma petite enfance, à Limoges, chez des gens absolument merveilleux, extraordinaires, qui ont eu la médaille des Justes. Et je tiens à citer leurs noms, Marguerite et Jean Béran, et vous pouvez les voir si vous allez ou en Israël ou au Mémorial à Paris. Et ce sont mes grands-parents de guerre. J'ai leurs photos ici, j'ai leurs photos au-dessus de mon lit. Je suis restée en relation avec leur fils qui s'appelait Noël, qui était mon seul copain pendant la guerre. Malheureusement, il a eu le mauvais goût de mourir il n'y a pas très longtemps. Mais il y a eu des gens qui se sont tenus de manière terrible, ont dénoncé, etc. Et il y a eu des gens merveilleux, et c'est de ceux-là que j'aimerais qu'on parle. Des gens merveilleux, Jean et Marguerite Béran, dont j'ai vraiment... c'est ma famille, ce sont mes grands-parents. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai honte, parce que je ne fais rien. Il y aurait beaucoup d'occasions pour moi. Je m'occupe de migrants dans mon quartier, de les faire venir chez moi, mais je n'ai pas encore franchi ce pas. Mais pour vous dire que, en fait, on peut toujours choisir un chemin, le bon ou le mauvais. Et Jean et Marguerite Béran ont vraiment été pour moi des gens extraordinaires. J'ai passé la guerre à Limoges. J'allais rarement à l'école, vraiment très rarement, de temps en temps, chez les bonnes sœurs. Je les remercie aussi.
Voilà, j'ai passé toute la guerre à Limoges. Mon père a été interné au camp de la Messe, à côté de Limoges. Il y avait beaucoup de camps, c'est pas des camps où on tuait les gens, c'était des camps où les gens pouvaient être réfugiés. Et mon père a été déporté en novembre 1943 de Limoges. Donc ma mère a été déportée en juillet 1942, mon père en novembre 1943, ma grand-mère qui venait de Pologne a aussi été déportée, mes oncles, etc. Et voilà, donc aujourd'hui, ça m'arrive, je vais dans les écoles, dont à Coutances, voilà, et je remercie Christian Savarin, pardon, du travail extraordinaire et fabuleux qu'il fait. Je remercie Christiane Méran et ses collègues là à côté, que je remercie infiniment, Caroline Dubail, pour le travail aussi extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent mal, mais il faut parler aussi de ce qui marche bien pour les mettre en valeur dans ce que vous faites vous, madame, et vous. Voilà. Donc j'ai passé la guerre à Limoges, et la fin de la guerre, la libération, ma soeur avait fait de la résistance pendant la guerre. C'est comme ça, d'ailleurs, à Limoges, qu'elle a rencontré son mari, qui était étudiant en médecine. Ils se sont mariés, ma soeur est revenue me chercher à la fin de la guerre, et à la fin de la guerre, eh bien, il a fallu aller à l'hôtel Lutetia, voir si nos parents étaient là. Et moi, j'avais 10 ans, j'étais partagée entre deux sentiments, l'horreur qu'il ne soit pas revenu, et l'horreur qu'il soit là dans l'état où je voyais les gens. C'était quelque chose d'horrible. Et aujourd'hui, les Parisiens, si vous passez devant l'hôtel Lutetia, je vous en prie, ayez une pensée, parce qu'on a mis une plaque qui est tellement haute qu'ils auraient dû mettre un escabeau pour pouvoir la lire. Cet hôtel vient d'être racheté. J'ai bien l'intention d'aller voir s'il y a une plaque. Non, il n'y a rien. Bon, Il n'y a rien. Eh bien, il faut faire. J'ai écrit. Bon, eh bien, nous allons écrire. Je vous demande d'écrire tous. C'est pas normal qu'il n'y ait pas une plaque. Et une plaque lisible. Parce que s'il faut prendre un escabeau sur la place pour aller lire les noms des déportés. Et je trouve ça terrible. Voilà. Donc, j'ai créé ma vie sans mon père, sans ma mère, sans ma grand-mère, sans mes oncles que j'adorais, qui étaient des gens extraordinaires. Mais je trouve que j'ai une belle vie, très riche, et j'aime la vie. Et merci à vous tous d'être là. Voilà.